Bonjour tout le monde. Je suis ravie que vous soyez là pour ce premier Kitchen Debate de la Halle au sucre. Ça s'inscrit dans le cadre d'une exposition qui a lieu au FRAC Nord-Pas-de-Calais encore, qui s'appelle Tubologie, nos vies dans les tubes, et une exposition dont les commissaires sont donc ici présents et organisateurs du Kitchen Debate, Jo Yun Lee et Ludovic Burel. Voilà, je vous remercie d'être là et je pense que je vais laisser Jo Yun du collectif KVM. Voilà, les deux, ça fait KVM. À tout à l'heure. Bonjour, merci beaucoup à vous d'être présent, effectivement. Donc on va faire assez vite parce que le timing est court. Il y a plusieurs intervenants. On va commencer avec Jean-Claude, qui est ethnobotaniste, qui va nous parler de plantes sauvages comestibles, de plantes invasives et autres tubéreuses. Et puis ensuite interviendra Christine Réfaud, qui est professeure en génie alimentaire et qui va nous parler de fermentation. Juliane et moi venons d'organiser... On habite depuis peu dans un petit village des Vosges, pas très loin duquel habite le papa de Christine, qui est producteur et distillateur de kirsch, de cerises fermentées. Donc, c'est comme cela qu'on s'est rencontrés. Et donc, la question de la fermentation nous semble aussi très intéressante. Et interviendra ensuite Jean-Baptiste Bael, au nom d'une association qui s'appelle La Renouée. Donc, La Renouée est une plante invasive qu'on présente dans le cadre de l'expo Tubologie au FRAC. Il y a trois... Juliane et moi avons présenté 3 volets végétalisés. Il y a une installation avec des renouées du Japon, dont il était question déjà dans la performance de Frédéric. Et puis, on présente une installation constituée de 75 variétés de piments. Et vous aurez l'occasion, tout de suite après ce débat, de goûter la plupart des piments qui ont été plantés donc, au FRAC, avec l'aide d'un certain nombre d'intervenants qui sont présents ici, qu'on présentera ensuite. Et puis une troisième installation constituée de tubercules. Et Jean-Claude nous a beaucoup aidé sur la sélection des tubercules en question. Donc je passe le micro à Juliane et encore une fois, merci beaucoup. On débattra, donc on va garder un format qui sera de l'ordre de 20 minutes d'intervention par intervenant et avec un volet de 10 minutes de questions émanant du public. Merci encore. Je voudrais remercier aussi en particulier Christian Huguette qui travaille dans l'association de résidence Floride Grande-Sainte, qui ont confectionné la renouée avec du piment qu'on voit sur la table. Tout à l'heure, on pourra regarder plus en détail quand on sort pour la dégustation. Et puis aussi la renouée du Japon sur scène. Et puis d'ailleurs, ils ont beaucoup aidé pour l'entretien botanique de l'exposition au FRAC. Donc voilà, merci, je voulais remercier. Et aussi, il y a notre partenaire Vert qui nous ont aidés pour la sémie des piments, notamment Jean Bernard oui, de FJ. Oui, merci beaucoup. Voilà, donc, je laisse le micro à Jean-Claude. Encore merci. Bonjour à tous. Donc je suis effectivement botaniste et comme on dit, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est ma grand-mère qui m'a quand même pas mal initié à la découverte et à l'amour des plantes. Et ici, la renouée est un bon exemple de plante qui est à la fois polyvalente, mais qui est aussi donc pas toujours bien aimée par un certain nombre de personnes. Et je dois dire que si j'avais pu, quand j'étais jeune, avoir des renouées dans mon environnement, j'aurais été super heureux, comme ce petit enfant qu'on voit sur la photo, de pouvoir faire là-dedans des cabanes. Je pense que ça doit être à peu près une des meilleures possibilités de se cacher là-dedans. Donc, elle a quand même été au départ amenée, donc pas par hasard, mais comme plante décorative. Et effectivement, après, elle s'est un petit peu échappée et elle a dispersé partout. Et peut-être un peu trop à certains endroits, mais ce n'est pas une raison quand même pour la condamner à mort, si je puis le dire, par certains fondamentalistes de l'écologie. Alors, oui, voilà. Donc là, vous l'avez vu, ici, je l'ai de près, bien fraîche, et elle est quand même relativement appétissante. Si ce n'est pas pour nous, c'est au moins pour les animaux. Et on devrait pouvoir en faire un fourrage. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs à Bruxelles.
on a une collègue là-bas qui a découvert que les chèvres se régalaient avec cette feuille qui est un petit peu acide. Hein. C'est la famille donc des polygonums, des renoués, la même famille que l'oseille, surtout que la rhubarbe. C'est un petit goût de rhubarbe. Donc c'est riche en acide oxalique, donc c'est pas forcément bon pour tout le monde. Et on peut en manger un petit peu à la fois. Il y a des recettes aussi, enfin là aussi c'est à l'infini. Je sais, mais j'ai pas pu le vérifier, qu'on peut mettre des petites jeunes feuilles dans du mesclun. Et paraît-il, là il faut encore une fois retourner en Belgique. En Belgique, il y a des restaurants qui l'intègrent donc et qui l'achètent donc à leurs maraîchers. Quand leur maraîcher leur vend ses laitues et ses chicons, et bien ils mettent un petit peu de renoué du Japon. Donc voilà. Alors c'est aussi une grande mellifère et elle a même l'intérêt de toujours fleurir actuellement. C'est une des dernières à fleurir qui fournit vraiment un très bon pollen et nectar, donc pendant très longtemps. Donc quand on peut en avoir dans son secteur, c'est toujours ça de gagner. Bon, alors malheureusement, comme on l'a dit, elle fait partie de ces fameuses plantes invasives. Et il y en a d'autres que l'on connaît ou que l'on connaît moins. Celle-là, c'est le kudzu. Tout le monde connaît le kudzu. C'est une plante médicinale qui est réputée aussi pour arrêter les addicts à l'alcool ou au tabac. Celle-là, par contre, effectivement, quand il y en a, il y en a. Hein. Et on n'a pas trop intérêt à laisser sa voiture trop longtemps au même endroit, sinon on ne la retrouve plus du tout. Et c'est dommage parce que le kudzu est une très belle plante, famille des haricots d'ailleurs, très nourrissante aussi. Hein. Je pense que on a dû faire une spécialité au kudzu, une bonne farine. Donc c'est des plantes qui ont des mauvaises réputations et effectivement, comme on vient de le voir juste avant, il y a des endroits où on l'aime pas trop et il faut qu'on se méfie. Alors se méfier des plantes, c'est bien, mais on peut aussi en profiter du coup. Alors voilà encore une autre invasive, comme on les appelle. Le terme est encore un peu plus fort que envahissante, parce que les envahissantes, on en a déjà. Par exemple, l'ortie, c'est un petit peu envahissant. Là, invasif, c'est quand même assez péjoratif. Et voilà un petit Galinsoga. Galinsoga qui, en fait, dans son pays d'origine, qui est le cercle des Andes, dans les pays Bolivie et compagnie, ça s'appelle de l'épinard. Et ça fait partie du plat national, qui s'appelle l'ariaco, avec, comme toujours, des purées de piment, des purées de guacamole, etc. Et il y a un petit spot avec donc ce fameux Galinsoga, qui nous envahit depuis quelques années, surtout donc dans les maraîchages. Mais on peut en trouver, où est-ce que j'en ai vu tout à l'heure? Ah bah oui, à la gare de Dunkerque, tout à l'heure, quand je suis descendu du train. La première plante qui vous accueille, c'est un Galinsoga qui pousse dans les rails. Alors, il est excellent en plus, celui-là. Il est très très bon. C'est un petit goût d'artichaut. Moi, j'en parlerai après, en vitesse. Je fais beaucoup d'animations de plantes sauvages comestibles. Et ça fait partie de mon top 10 quasiment. Dans les omelettes, on fait plein de choses avec. En plus de ça, c'est une plante très riche en fer, encore plus que le vrai épinard, etc. Bon, mais je pourrais vous parler de chaque plante comme ça pendant une heure. Il va falloir que je me dépêche un petit peu. Et ces plantes, et bon, pour terminer avec le Galinsoga, pareil, chez nos copains maraîchers en Belgique, eh ben, ils la vendent dans les paniers des AMAP, etc. Il y a un petit bouquet donc de Galinsoga. Comme maintenant aussi, une plante qui était autrefois uniquement sauvage, qui est la roquette sauvage. On connaissait autrefois, quand j'étais plus jeune, on trouvait facilement des roquettes cultivées qui avaient l'inconvénient d'être annuelles, il fallait la ressemer tous les ans. Celle-là, au contraire, donc, qui est sauvage, qui peut aussi être envahissante. Dans la zone portuaire, on peut en avoir des hectares entiers de cette roquette. Ici aussi, autour du bâtiment, on en trouve dans tous les pavés. Voilà, donc la roquette sauvage qui maintenant, elle fait partie du panel des plantes cultivées. D'ailleurs, toutes les plantes cultivées ont été des plantes sauvages autrefois, qui ont souvent été améliorées, mais là, c'est même pas la peine, elle est bonne comme ça. Alors, si on repasse un petit peu maintenant nos plantes indigènes, heureusement qu'on en a quand même, elles ne sont pas toutes venues d'ailleurs. Alors ça, c'est une berce, où je l'appelle moi la reine des friches, parce que dès qu'il y a une petite friche, il y en a plein partout. Et c'est une belle petite plante, quand elle pousse, c'est une petite
pattes, comme on les appelle, les pattes d'ours. Un berce, ça vient d'ours. Et qui sont délicieuses, qui ont un goût un peu exotique d'ailleurs. Et qui sont très stimulantes. D'ailleurs, nos anciens appelaient ça, avant que le ginseng arrive vraiment chez nous, ils appelaient ça le ginseng d'Europe. Bon, là aussi c'est une plante, on pourrait en parler pendant 1 heure ou 2, sans problème. Et là aussi vous aurez l'occasion tout à l'heure d'en goûter. Alors l'autre plante majeure de notre flore sauvage, c'est la consoude. Alors là, même les jardiniers qui ne sont pas branchés plantes sauvages, ils la connaissent presque tous, puisqu'elle est même en vente dans les jardineries, soit en graines, soit en pot. C'est une plante qui est réputée donc pour ses capacités stimulantes aussi des autres plantes, soit directement par des purins. Purins, on en reparlera peut-être tout à l'heure aussi, les purins qui sont des fermentations de feuilles. Et aussi, on s'en sert pour booster les activités du compost. Et puis, bon, encore une fois, une plante polyvalente. Elle est bien sûr très mellifère. Là, c'est le festival des bourdons et des abeilles. On peut la manger. Ça, c'est aussi une de mes top 10 de mes animations. Avec les feuilles, on fait des espèces de beignets qui ressemblent à des filets de poisson, qui ont un petit peu le goût. Alors, je ne sais pas si c'est un peu autodéterminé, mais voilà. Donc ça, je vous invite un de ces jours, si on se rencontre sur une animation, là, les grands, les petits, les moyens, tout le monde, même je reste jamais avec des feuilles de consoude sur les bras. Alors, à côté de toutes ces plantes sauvages, qui sont vivaces, pour lesquelles il y a un certain intérêt, je pense qu'il est temps aussi d'élargir un petit peu notre panel. On a la pomme de terre, on a le topinambour et quelques autres que vous avez pu voir à l'exposition. Alors celle-là aussi, vous l'avez vu, mais vous n'avez pas vu les tubercules. Ça, c'est la poire de terre. Là, elle n'est pas encore tout à fait à son maximum, où les tubercules ont vraiment une forme de poire. Et en fait, c'est une cousine du dahlia, sachant que le dahlia lui-même a été importé d'Amérique pour ses rhizomes comestibles. Mais il s'avérait que finalement, elle était plus intéressante pour les fleurs. C'est le même cas de l'hémérocale qui vient d'Asie cette fois-ci, qui est aussi très répandu dans les jardins et dont les propriétaires ne savent pas qu'on peut manger les fleurs en beignet ou comme ça dans les salades, les feuilles aussi, et puis surtout les tubercules qui ressemblent à ceux qu'on vient de voir avant. Donc vous voyez qu'on est loin d'utiliser toutes nos possibilités, c'est un petit peu dommage. Alors un des plaisirs aussi que je partage régulièrement, plusieurs fois par an, avec des gens qui s'intéressent, qui répondent à mes rendez-vous, c'est de découvrir les plantes dans la nature, de les cueillir, de les préparer ensuite et de les déguster ensemble. Ici, par exemple, c'est avec mon collègue et ami François Couplan, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui a fait pas mal de bouquins intéressants, et qui est notre grand maître, notre grand pape mondial de la plante sauvage comestible. Sachez quand même que sur la planète, on estime je ne sais pas comment elle s'appelle, la grande organisation mondiale de l'alimentation, qui aurait à peu près 20 000 plantes sauvages comestibles. Ici, dans la région Nord-Pas-de-Calais, on en a déjà au moins 300. Alors moi, j'en utilise régulièrement 300 espèces. Là, évidemment, j'exclus un peu les plantes rares et les plantes protégées, en sachant par exemple que les orchidées ont des tubercules qui sont excellents. Bon, j'en ai déjà goûté, mais qui étaient malheureusement sacrifiés par l'industrie. J'ai pu sauver, mais ils n'ont pas été sauvés longtemps parce qu'ils ont fini dans mon estomac. Bon, ça c'est notre ami donc François Couplan. Alors, des gens comme moi, il y en a quelques-uns en France quand même, je les ai repérés. Il y a pas mal d'associations, donc une sur laquelle je suis tombé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle l'association Cueillir. Bon, qui a un petit brin de fantaisie, hein. La botanie, c'est pas forcément des gens tristes quand même. Alors, les orties, là, je vais me forcer à pas en parler parce que c'est une mine d'or, on pourrait dire, et qu'il n'y a pas que les humains qui les aiment. Et il y a aussi les chenilles, pratiquement tous nos papillons, là, les vanesses, les pans du jour, vulcains et compagnie,
sont des chenilles qui mangent de l'ortie. Donc on a toujours intérêt à avoir une touffe d'ortie dans son jardin, même si on ne veut pas en manger, pour la laisser au moins pour les animaux. Donc, puis pas mal d'autres petites bestioles aussi qui se réfugient dedans, et qui sont un petit peu aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir, les tiges creuses des renouées comme des orties, on a intérêt à en laisser aussi pour l'hiver parce que c'est des refuges. Tout le monde connaît le principe des hôtels à insectes. D'ailleurs, souvent, les hôtels à insectes, on fait avec des morceaux de bambou, des morceaux de sureau, des tiges qui deviennent un peu de plantes sauvages ou pas. Et donc, là aussi, même les herbes, beaucoup de chenilles qui hivernent, on ne sait pas ça, et qui hivernent justement dans ces tubes qui restent donc sur place. Alors, donc, tout à l'heure, je parlais de mon ami François, qui a fait un bouquin qui est génial. Je vous montrerai tout à l'heure à ceux qui veulent le voir, qu'il faut absolument avoir, parce qu'on a en même temps tous les renseignements sur les plantes cultivées. On sait exactement ce qu'il y a dans les poireaux, dans les navets, on sait les vitamines, les sels minéraux, etc. Et ça permet aussi, en ce qui me concerne, de pouvoir comparer avec donc les plantes sauvages, qui souvent, comme elles n'ont pas été trop sélectionnées, ou pas du tout même, elles n'ont pas été, mais beaucoup de plantes l'ont été trop, et ont perdu en cours de route pas mal d'éléments, notamment minéraux. On sait par exemple que la pomme, les pommes, maintenant c'est des belles grosses pommes, là, il y a des croquantes. Les petites pommes sauvages, elles sont un peu hardes, mais elles sont moins riches en magnésium et riches en plein d'autres vitamines, et ce qui n'est plus le cas maintenant. Si quelqu'un s'est amusé à calculer combien il faudrait manger de pommes, avec une pomme sauvage, on a assez de magnésium pour sa journée. S'il fallait prendre des pommes cultivées, il faudrait, je ne sais plus combien, 4 ou 5 kilos, quoi. Donc, vous voyez l'ordre de grandeur. Bon, c'est un petit peu un cas caricatural, mais ça donne quand même l'esprit. Alors, il faut se souvenir quand même que notre ami Hippocrate, qui a été choisi pour les médecins comme référence, ce qu'ils ne font pas bien souvent. Là, je ne vais pas faire le procès de la médecine. Je sais que mon prof de fac de botanique, la première chose qu'il nous avait dit, en arrivant quasiment il y a une cinquantaine d'années déjà, il nous avait dit comme ça, j'ai un air un peu désinvolte, il dit « Oh, de toute façon, la médecine, c'est les futurs fossoyeurs de l'humanité. » L'homme, quand vous avez 20 ans, que vous prenez ça dans la figure, on dit « Bon, attends, on a un prof qui est un petit peu dérangé quelque part. » Et en fait, il s'avère que la médecine est une vaste imposture, je ne préfère pas en parler. Mais on peut justement lutter, résister, et en s'alimentant bien, normalement, comme moi, j'ai 70 ans passés, je ne suis jamais malade. Bon, je ne sais pas, ça peut arriver à tout le monde, mais j'évite de manger toutes sortes de choses que je ne devrais pas, et notamment de la viande, ou trop de viande en tout cas. Alors j'aime bien les véganes, les vrais végétariens, parce qu'ils ont une, comme vous le savez, il y en a peut-être dans la salle, ils ont une optique, c'est qu'ils ne veulent pas faire du mal aux animaux. Point barre. Donc ça se conçoit comme on veut. Mais qui est-ce qui nous dit qu'ils ne font pas du mal aussi aux légumes? Qui c'est qui pourrait me dire ça ici là? Non, bon, c'est une petite photo un peu donc marrante, mais ça pose le problème quand même. Alors, donc je disais, je crois que on en arrive un peu à la fin de l'exposé, mais je vais me poser des questions par la suite. Donc ces plantes sauvages, c'est une vraie mine d'or, ou même peut-être plus que ça même, parce que d'abord on en a une grande variété, et on peut la grignoter comme ça dans la nature, on se balade, hop, on mange des feuilles en faisant autre chose, et en même temps c'est bon pour la santé, comme je disais tout à l'heure, et puis on peut aussi en faire des plats sophistiqués. Alors ça, c'est une photo qui vient du restaurant Le Noma à Copenhague, je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler. Depuis des années, c'est quasiment toujours lui le meilleur restaurant du monde. Bon, après, comment c'est distingué, ça prête quelquefois un peu à problème. Mais bon, en tout cas, c'est un restaurant. Là, vous avez un petit plat avec que des plantes sauvages. Là, il y a de l'égopode, de la millefeuille, etc.
Et là, c'est un plat qui doit à peu près revenir pas loin de 100 € quand même, et qui fait partie d'un menu à 300 ou 400 €. Bon, mais c'est quand même le meilleur restaurant du monde. Bon, mais qui peut le plus, peut le moins, comme on dit toujours. Hein, et ma foi, si on veut se régaler, et mon concept quand même reste bien branché sur le plaisir. Je crois que ça aussi, c'est un invariant de notre condition humaine, c'est qu'il faut se faire plaisir. Si on mange des trucs qui ne sont pas bons, je crois que quelquefois les gens s'obligent à manger des trucs, ils croient que c'est bon ou que c'est indispensable. Je vais terminer par une anecdote d'une amie qui faisait manger de tout à ses enfants. Elle dit, mes enfants, ils mangent de tout. Hein. Ça, ils sont obligés. Souvent, ils vomissent tout après, mais au moins, ils ont mangé. Hein. Ils ne s'est pas resté dans l'assiette. Bon. Donc après, il faut pouvoir être un peu plus subtil que ça. En tout cas, pour ceux que ça intéressera par la suite, moi, ça fait 25 ans que j'organise des cuisines sauvages, comme on les appelle tout simplement, hein, des wild kitchen. Donc, c'est beaucoup la mode, si je peux dire, depuis longtemps, en Angleterre. Hein. Et ça donne lieu à tout un commerce. J'ai mon équivalent anglais, qui est plus jeune que moi d'ailleurs. Il a quand même une petite entreprise qui fait travailler 10 personnes. Hein, donc 10 botanistes qui ont du boulot, quoi, qui ne sont pas en train de faire autre chose ou n'importe quoi, ou pas du tout. Et il les revend donc il vend ses plantes donc au magasin, il les prépare, il fait des tas de choses avec, et il les vend aussi à l'état brut pour les restaurants. Ici, vous savez peut-être qu'il y a un restaurant qui s'appelle le Bloom Pot, qui vient en fait de l'auberge du Vermont, hein, où le jeune chef, là, Florent Ladin, utilise pas mal de plantes sauvages. On se connaît bien, on s'échange des infos quelquefois. Donc il y a de quoi. Et puis, ma foi, il y a des plantes que vous avez dans votre jardin, que vous ne connaissez pas, qui sont délicieuses, que souvent on élimine sans savoir. Bon, il y a quand même, il faut être honnête, des plantes qui ne sont pas tristes, hein, qui peuvent peut-être pas vous tuer, mais en tout cas bien vous arranger, comme on dit en Dunkerque, et vous amener à l'hôpital pour quelques jours. Donc c'est une question tout de même de connaissance, un peu comme les champignons. Des champignons, vous avez des champignons aussi délicieux. D'ailleurs, le meilleur champignon, un des meilleurs champignons qui existent, au goût, c'est la manite phalloïde. Bon, mais ceux qui en ont mangé, ils ne l'ont pas raconté pendant longtemps parce que les premiers effets, ils arrivent au bout de 48 heures et après, on ne peut plus rien faire pour vous, quoi. Bon, ce n'est pas le cas des plantes, je vous rassure. Et de toute façon, les plantes qui sont un peu toxiques, je veux dire, elles ne sont pas bonnes à manger non plus. Il ne faut pas se forcer à manger des trucs qui ne sont pas bons. Il faut rester gourmand et donc ouvert à cette manne, à ce cadeau que nous fait la nature. Et donc, je vous invite à prolonger cette réflexion d'une façon ou d'une autre. Voilà, s'il y a des questions tout à l'heure, je pense si on fera les questions ensemble. Je passe la parole à mon suivant. Ouais, ouais, ok, bon. Ah, ouais. Est-ce que quelqu'un a une question? Voilà. Moi, c'est la question autour de la toxicité, effectivement, que vous avez abordée. Alors, effectivement, par exemple, la berce, il ne faut pas la confondre avec une ciguë, quand même. Oui, non, mais quand elle est jeune, par exemple. Hein, donc, ouais. Non, mais il y a quand même des petites... Voilà, il faut vraiment faire attention. Et la question était sur la consoude, effectivement, dont on dit que la racine poserait des problèmes... Bien sûr. Il y a de la solanine, il y a de la chalconine, il y a plein de substances toxiques. J'ai pas dit du mal des pharmaciens pour le moment. J'ai parlé que des médecins. Ah oui. Alors, les pharmaciens, ils défendent un privilège monstrueux qui leur vient de Pétain, il faut le savoir, et qui leur permet d'être les seuls à vendre des plantes. Alors, ils ont dû lâcher du lest quand même parce que, vu la force des herboristes ou des herboristes qui n'ont pas le droit de s'appeler comme ça. Hein. Mais là, ils ont un petit argument parce qu'effectivement, dans notre bonne consoude, là, que l'on mange partout, dans toute la planète, sauf en France, où on n'a pas vraiment le droit, on n'a pas le droit de la vendre déjà. Donc ça, c'est un peu gênant. On n'a pas le droit de vendre la consoude? Ah ben non. C'est pharmacien.
Enfin, bref. Il y a de la pyrrolizidine, c'est une petite truc qu'il faut déjà manger 50 kilos. C'est comme, je veux dire, mais on en mange tous les jours. Je ne vais pas vous faire un cours, mais ultérieurement, si après, c'est des gens qui s'intéressent, on verra ça peut-être avec ici avec le Learning Center. Je donne aussi des cours de nutrition où quand même, faut connaître un certain nombre de choses. Hein. Alors, la pomme de terre, on va finir avec la pomme de terre parce que j'aime bien, parce que la pomme de terre, c'est aussi la frite. Et les pommes de terre, même cuites à l'eau, à 100 degrés, ça ne suffit pas pour détruire les toxines. Et par contre, à 170 degrés, c'est-à-dire la température du bac à frites, et ben là, il n'y a plus de toxines. Donc si vous voulez détoxiner vos pommes de terre, il faut manger des frites. Bon, après il paraît qu'il y a des problèmes avec l'huile, mais bon, si vous prenez une bonne huile d'olive, bio, etc., bon, enfin bref. Donc c'est le domaine de la nutrition, il est hyper complexe. Et en plus de ça, ce qu'on sait depuis quelques années, enfin, on sait qu'on fait savoir, je ne sais pas si ma collègue après en parlera un peu, hein, dans notre intestin, on n'est pas tout seul. Hein. On a à peu près 300 ou 400 bactéries, hein, des bactéries, des microbes, des vilains microbes. Là. On en a plein dans notre estomac, dans l'intestin plutôt. Et c'est eux qui font le boulot en fait, parce qu'avec nos petits trucs, nos petites trypsines, etc., là, on ne fait pas grand-chose. Et c'est eux qui peuvent adapter aussi, même si on n'a pas vraiment une bonne alimentation, eh bien, les bactéries, donc il faut bien les soigner, si on peut dire. Et je pense, mais là, pour le moment, ça n'engage que moi, je n'ai pas encore réussi à trouver de collègues qui partagent ça, mais c'est quasiment évident. Notre flore bactérienne, donc ce qu'on appelle le microbiote, ça y est, maintenant là, le terme est passé, on appelait ça avant la flore, c'est pas vraiment une fleur, hein, c'est des bactéries, et bien elle se régénère, à mon avis, avec les plantes sauvages. Bon, les plantes cultivées un peu aussi, parce que même une plante cultivée, vous avez des carottes dans votre jardin, elles ont aussi les bactéries qu'il faut. Mais évidemment, si vous achetez tout au supermarché avec des carottes qui sont bien lavées, qu'il n'y a pas un petit poil de terre dessus, là, il n'y a plus nos bactéries. Donc là aussi, il ne faut pas avoir peur des bactéries, bien au contraire. Il ne faut pas trop laver ses légumes. Aussi, on pourra en parler jusqu'à demain. Et je terminerai quand même une fois par une dernière anecdote, la dernière à moi, une question à poser. Je fais souvent des balades, comme je disais, et puis un jour, j'aimerais plusieurs fois quand même, une personne déjà un petit peu âgée comme moi, ou un peu plus même, qui regarde bien derrière lui, voir si sa femme n'était pas trop près. Et puis il me demande, il dit, mon plaisir, c'est quand je vais dans mon jardin, hop, je tire un radis, hop, je le mange tout de suite. Et une petite carotte, hop, je la mange tout de suite. Il me dit, quand ma femme elle me voit, qu'est-ce que je me fais attraper. Donc c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, il faut vivre un petit peu en fonction de son instinct, évidemment. Pas trop non plus, mais c'est vrai qu'on a quand même un peu perdu. Il faut essayer de le retrouver, ces vieux réflexes. Mais bien sûr, si on confond de la ciguë, mais la ciguë, d'abord, il n'y en a pas partout. La berce, elle est bien reconnaissable. En fait, il faut utiliser, moi j'utilise 300 plantes, mais je ne vous dis pas qu'il faut, le matin, vous allez utiliser 300 plantes. Il faut en utiliser 5, 6, une dizaine, surtout celles qui sont dans votre jardin. Les jardiniers, là, ils ont tous dans leur jardin du céleri rampant. Eh, vas-y, que je te l'arrache, que je te mets du glyphosate et compagnie. C'est un truc on fait des soupes et des gratins délicieux avec ça. Et c'est bon pour la santé. Moi, je reviens toujours aussi. On se régale et on se fait plaisir aussi à son corps pour qu'il soit en bonne santé. Et puis donc tout ça, ça fait un tout qui fonctionne bien. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on passe le micro à Christine ? Oui, de toute façon, effectivement, vous pourrez rencontrer chacun des intervenants après. On va se réserver un temps assez long pour manger, déguster un certain nombre de plantes. Juliane veut prendre le micro. Merci. Dire rapidement ce qu'elle a cuisiné pour nous spécialement. Inge qu'on n'a pas présenté aussi tout à l'heure, mais qui est Inge Hannes, donc qui est chef de cuistot au côté jardin, un restaurant dunkerquois, et qui a cuisiné spécialement pour vous un certain nombre de mets à base de tubercules et de piment. Donc vous aurez. Voilà, merci beaucoup. Dans la continuité, on a préparé pour la dégustation
le thé et l'alcool de la renouée du Japon. Et on est allé chercher les rhizomes dans les Vosges où on habite, Ludovic et moi. Et ça ressemble à ça quand on retire de la terre. Et ça se développe horizontalement, ça peut être très très long. Et ensuite... Ça se développe aussi verticalement. Il y a un système de racines qui peut atteindre 3 mètres et c'est ce qui la rend invasive et très difficile à éradiquer. Et puis ensuite, on peut enlever la corse. Et du coup, là tout est coquetiqué. Vous pouvez regarder. Et il y a les vertus dans les rhizomes de la renouée du Japon. Il y a beaucoup de vertus médicinales. On a étudié une thèse pharmaceutique là-dessus, mais on a du mal à croire parce que c'est anti-tout, anti-inflammatoire, antiseptique, antidouleur, vraiment tout ce qu'on peut nommer comme mot. Et c'est tout anti, voilà. Et puis quand on a un problème de dents qui saignent, c'est bon aussi. Quand on a problème de règles chez les femmes, c'est aussi bon, etc. Donc, ouais, on avait fait un peu de thé qu'on va pouvoir déguster en sortant de la salle, après une petite surprise. Voilà, quand on sèche, ça fait des petites tisanes comme ça, vous pouvez garder bien sécher. Par contre, il faut aller chercher dans des endroits non pollués, qui est pas une mission pas facile aujourd'hui parce qu'elle est renouée aussi une plante dépolluante. Elle aime bien pousser dans des zones avec la terre, avec plein de métaux dedans. Du coup, voilà, pour repérer où on peut trouver les renouées non polluées. À partir du moment quand vous récoltez, il ne faut pas arracher parce que ça éclate dedans et puis ça peut multiplier. Et la meilleure manière, c'est vous creusez et coupez proprement et prenez un morceau parce que malgré la vertu médicinale, etc., c'est quand même, ça peut être très envahissant. Donc voilà, vous coupez bien les rhizomes et puis pratiquez. Ça, c'est une autre dégustation, peut-être vers la fin. C'est macéré dans le bar. Ça peut être dans vodka, dans n'importe quel alcool. Ça, c'est une mare fait maison. On a macéré. Après 3 semaines, ça commence à faire des vertus médicinales aussi, spécialement quand on a, j'ai oublié le terme, quand on a mal aux joints, arthrite, arthrose. Oui. Voilà. Quand on a mal aux joints, des douleurs, et ils ont testé sur plein de patients, j'ai oublié les chiffres, mais c'était très efficace. Après, l'alcool aussi aide un peu pour calmer tout ça. Une autre dégustation qui vous attend, c'est, on avait regardé tout à l'heure une autre plante invasive, kuzu. C'est une plante aussi qui vient de l'Asie de l'Est, du Japon, de la Corée, et qui a été très problématique en Californie. À un moment donné, ça a couvert un peu partout des friches, etc., et les maisons abandonnées, etc. Et ensuite, après, ils ont trouvé que c'était en fait, il y avait plein de vertus aussi, ça se mangeait tout. Et ils ont commencé à étudier et commercialiser les poudres, les farines de le rhizome de kuzu. Et en fait, je ne savais pas, je suis coréenne, et on appelle chik en Corée. Ça se vend en poudre comme ça, et on mélange un peu dans des pâtes, dans des nouilles, et on mangeait comme ça. Je ne savais pas que c'était des plantes médicinales. Et là, avec ce projet-là, j'ai trouvé, mais en fait, c'était chik, kuzu était chik qui était invasive, etc. J'ai demandé à ma mère d'envoyer quelques paquets. Et voilà, j'ai fait une sorte de pâte de kuzu qui sera mélangée dans le bouillon de légumes biologiques qui vient de maraîchère locale ici à Dunkerque. Voilà. Sur le funoué, je pense que je suis bon et je laisse pas la parole à Christine. Par rapport aux recettes, peut-être vous faire intervenir maintenant. C'était après, soit maintenant ou soit après. Comme tu veux. On reste dans le culinaire. Voilà. Bonjour tout le monde.
Merci à Ludovic et Yo-Youn pour m'inviter, que je puisse participer ici. Où est-ce que je commence? J'avais environ 20 ans, femme, toujours pieds froids, mains froids. Il y a certainement d'autres qui vont le reconnaître. Peu de problèmes avec l'estomac aussi. Et alors, ça m'a fait un circuit médicinal, bien sûr. J'ai découvert le kuzu comme ça, parce qu'en fait, on peut bouillir le poudre de kuzu dans l'eau et le boire tiède avant de manger. Si on a un peu de problème avec l'estomac, ça donne un film. Et voilà, comme ça, on guérit très bien. Après, alors, j'ai continué à chercher un peu. J'ai fait des stages pendant 3 ans de shiatsu. Alors ça, j'arrivais un peu dans le médicinal asiatique, là. Et j'ai aussi regardé dans l'Ayurveda un peu. Et là, j'ai vu, par exemple, pour des gens qui ont besoin de stimuler un peu la digestion, ce qu'ils font là, c'est de boire des graines de poivre noir, par exemple. Alors, pour donner un peu de feu. Voilà. Et là, moi, j'adore le piment. J'ai découvert le piment aussi, le gingembre. Et en fait, c'est ça ce qu'il faut, je trouve, dans la vie. Parce qu'ici, dans le nord, il fait déjà froid. Et on mange des Welsh qui sont... Et après, on a froid et on tombe en dormant. Et on a quelque chose à apprendre dans les pays où on mange un peu de pimenté. Ça donne un peu de feu dans le cul, je dis. Voilà, et c'est pas mal parce que, voilà, j'ai plus de pieds froids, j'ai plus de mains froides. Ça va beaucoup mieux. Voilà. Alors, moi, je suis bien intéressée. J'aimerais bien savoir un peu plus. Je vois plus le monsieur tout à l'heure, là. De toutes ces plantes médicinales. Ça m'intéresse beaucoup. Oui, voilà. Alors là, j'ai préparé pour vous une boisson chocolat, parce que c'est quand même bon, avec du piment. C'est un peu comme, comment dire, le premier recette de chocolat chaud, en fait, devenu le Mexique. Après, j'ai fait aussi un mousse au chocolat. Alors moi, je me suis plutôt mis dans les trucs sucrés, là, pour faire autre chose. Un petit mousse au chocolat mexicain, parce que là, j'avais pas de tubercule, mais je l'ai fait avec du guacamole, en fait, avec l'avocat, oui, pimenté. Et en fait, moi, j'ai utilisé du miel pour le sucré, mais si on veut le manger vegan, on peut mettre du sirop d'érable. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai fait encore? Une mousse à la mangue avec un peu de piment qui donne un truc très frais. Et j'ai aussi des noix cuites dans le miel et du piment et avec un peu de sel et de poivre, un peu entre deux. Voilà. On va découvrir. Et voilà. J'ai encore 2 interventions, moi, ça passe vite. Mais c'est ça qui est beau, je trouve. C'est la découverte. C'est ça. Voilà. Merci. Donc, très rapidement, en fait, quand on était sur le tubercule, j'ai voulu d'autres menus, comme ça, c'est fait. Donc, vous avez aussi des beignets de patatus à la farine de lupin, qui est une plante sauvage aussi très protéinée. Et de sauvage, et avec la sauce d'aubergine, tomate et piment, donc on a récolté il y a quelques jours au FRAC, que nous avons cultivé pendant, donc vous avez quelques pots en démonstration. Voilà, du coup il y a toutes ces sortes de piments mélangés dans une sauce. Après il y a du curcuma dedans aussi. Voilà. Après, il y a une curry préparée avec du taro et avec d'autres légumes de la région saisonnelle. Oui. Merci.
Donc, bah oui, c'est très bien parce qu'en plus, on introduit parfaitement mon intervention. Enfin, on l'introduit doublement parce que j'ai entendu parler de flore, hein, flore intestinale. Alors même, on en est à dire que de toute façon, on a plus de bactéries dans ses intestins qu'on a de cellules, hein, carrément. Donc, ça se compte en millions. Hein, c'est vraiment, on en a beaucoup. Donc, ça, c'est le premier point. Et évidemment, je vais aussi reparler à nouveau du kimchi. Et du coup, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas connaître et on va faire un petit focus là-dessus. Oui, je n'avais pas fait ça. Voilà, donc l'idée, hein, ce qui m'a beaucoup intéressée, et pourquoi je pars du kimchi, parce que de toute façon, on va beaucoup parler du kimchi, et voilà, il y a toute une installation avec toutes sortes de kimchi, donc on va tester un petit peu après. Et puis, moi, ce qui m'a intéressé énormément, c'est que j'adore ce produit-là, évidemment, je le connais depuis longtemps et j'adore. J'en fais depuis longtemps, en n'étant pas du tout coréenne, mais voilà, après, on lit des recettes et puis on y va. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est comme tout ce qui tourne autour de la fermentation, c'est quelque chose qui fait du lien. C'est-à-dire qu'en fait ici, hein, j'ai mis pas mal de petites citations, hein, du fermenté qui ouvre la vie. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que le fermenté finalement, c'est quelque chose qui est culturel et c'est quelque chose qui forcément va faire parler, va faire du lien entre les gens. Et c'est ce qui s'est passé sur notre rencontre, c'est pour ça que j'aborde ce point. Alors mon idée, c'était de l'aborder un petit peu scientifique. Bon voilà, j'ai un titre un petit peu scientifique, je suis un petit peu là-dedans. Donc je me suis amusée un petit peu à le décrypter et à voir ce qu'il y a là-dedans et qu'est-ce qui se passe. Alors tout d'abord, moi j'ai pas mal utilisé dans mes citations hein, quelque chose qui vient de l'Institut national de recherche agronomique, hein, l'INRA pour ceux qui connaissent, parce que je me dis voilà, on va essayer de partir sur des choses un petit peu scientifiques. Et puis j'ai aussi utilisé des choses qui ont pu être citées hein, justement par KVM, et je commence par ça. Fermenter, c'est bouillir. Alors faire ferrer en latin, je ne suis pas bonne en latin. Ça, c'est intéressant au sens physique. C'est production de gaz sous forme de bulles. Et on pourrait le voir là-bas, il y a un bocal qui bulle encore. Et moi, ça me parle bien, puisqu'effectivement, je suis dans la fermentation des cerises. Ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. Et on regarde les bulles. Les bulles, c'est hyper important. Donc, à la surface du produit fermenté. Mais aussi, ça, c'est le deuxième point qui m'intéresse, au sens métaphysique. C'est la mise en œuvre de ferment social au sens d'un bouillonnement d'idées et de partage sur la base du vivant, les ferments. Et si vous regardez bien dans cette intervention, on n'a fait que ça jusque-là. On nous a parlé avec les plantes sauvages, qu'est-ce qu'on pouvait en faire, et on vient de parler, qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces aliments fermentés. Ça, c'est assez fabuleux. Donc du coup, je reviens un petit peu aux auteurs, un petit peu plus scientifiques, mais qui ne disent que la même chose finalement, hein. Donc là, il parlait de l'umeboshi. Donc l'umeboshi, c'est les petites prunes japonaises fermentées, donc lactofermentées. Le procédé se situe sur l'étroite ligne de démarcation entre le ferment et le fermenté et le pourri, comme s'il s'agissait d'explorer toutes les possibilités de conservation et les variations des goûts. Et nous, culturellement européens, notamment français, on a un super souci avec le pourri. Super souci. D'autres civilisations se posent beaucoup moins de questions là-dessus. Pourquoi ? Eh ben, on est très formaté à l'hygiène, à une bonne pratique d'hygiène, etc. Et du coup, dès qu'il y a une moisissure, dès qu'il y a un truc, mon Dieu. Alors qu'en fait, justement, l'intérêt du fermenté, c'est d'apprivoiser ça. Et que qui dit fermenté, voire qui dit pourri pour certaines civilisations, ne veut pas du tout dire non comestible. C'est une question de goût ensuite. Hein. Effectivement, quelque chose de pourri peut ne pas être bon en goût, ok, mais pas forcément embêtant. Nos sociétés occidentales sont beaucoup plus sages que d'autres en matière d'exploration des limites entre le fermenté et le putréfié. D'accord ? D'où, si vous avez remarqué ma première diapo, j'ai utilisé un terme qui commence à apparaître aujourd'hui. Plutôt que de dire fermenté, on parle de suri. Parce que suri, ça ne dit rien à personne. Il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de... Du coup, ça va bien. Par contre, fermenté, des fois, ça va moins bien. Mais on va voir qu'on a un peu tort. Et puis, vous allez pouvoir goûter derrière. Je pense que ça va aller. Donc, au sens physique, les bulles, hein, donc j'ai repris un diaporama existant, eh ben, c'est pas compliqué le fermenter. On a une matière première, un écosystème microbien, et avec ça, on en fait un produit fermenté. Et pas plus que ça. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est la grande diversité des pratiques. Là-dessus, il y a 1000 façons de faire. Vous allez dans tous les pays du monde ont du fermenté. Mais avec des pratiques qui leur sont propres. Vous avez 1000 matières premières, on peut vraiment quasiment tout faire,
Et le système microbien, je n'en parle même pas, parce que là, on n'en est qu'au balbutiement. Même l'INRA, Centre de recherche agronomique, spécialisé dans la génomie des bactéries, c'est-à-dire la bonne connaissance des gènes, la génétique de toutes les bactéries, les centres spécialisés disent, on connaît 1% de ce qui est possible et de ce qui se passe. C'est fort intéressant, et le champ est largement ouvert. Donc lactofermenté, qu'est-ce que c'est quand même? Parce qu'on en parle, hein. Alors là, du coup, je dis bien lactofermenté. Je ne parle pas de fermenté tout court. Hein. Fermenté tout court, vous connaissez le pain, vous connaissez le vin, ici on connaît la bière. Ça, c'est ce qu'on appelle le fermenté alcoolique. Moi, je parle bien du lactofermenté. Lactofermenté, c'est la choucroute, ça vous connaissez aussi. C'est l'ensilage, pour ceux qui sont plus dans l'agriculture, hein, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire le fermenté à partir des plantes. Et bien sûr, le lactofermenté extrêmement connu, c'est le yaourt. Produits laitiers. On est sur la même chose, hein, avec des ferments différents, avec des matrices ou des matières premières différentes. Eh bien, c'est pas compliqué. Hein. On a quoi pour faire ça? Souvent des végétaux, hein, mais on peut avoir de l'animal. Hein. Lactofermenté peut se faire sur du poisson, de la viande. Moi, je pars sur ce qu'on a ici et je pars sur notre fil rouge, qui est le kimchi. On est sur du végétal, trié, pesé, etc. On a de l'eau, du sel. Alors, le sel, oui, forcément, on verra pourquoi. L'eau, pas forcément. On tasse, on emplit, voilà. Ça dure un petit moment pour démarrer, et puis on laisse à température ambiante. On tasse souvent et on découpe quand même. Voilà. Et puis, eh bien, c'est naturellement les choses qui se font. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse faire la nature. D'où l'importance du choix de notre matière première. Pas prendre n'importe quoi. Eh bien, la chimie de la lactofermentation, qu'a du kimchi. Comment on passe, finalement, de notre marmite de chou à ça? Eh bien, voyons. Le kimchi au bas mot. Et je pense que tu pourras même en ajouter au bas mot, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, alors, hein, j'ai quand même mis en grosse position les piments. Bon, faut pas exagérer, ça va pas être la matrice ou la matière première du kimchi quand même. Parce que là, du coup, on risque de monter un peu au plafond. Non, la matière première du kimchi, j'ai pris vraiment la recette de base. Au départ, c'est du chou chinois. Et je dis bien du chou chinois. J'ai fait plusieurs expériences. C'est comme la choucroute. La choucroute, c'est clair. Moi, je suis proche de l'Alsace. On ne joue pas avec la choucroute, on ne joue pas avec la matière première de la choucroute. C'est le chou blanc et le chou à choucroute. On ne prendra jamais autre chose. Pour le kimchi, effectivement, vous vous amusez à prendre autre chose. Moi, j'ai une tante coréenne qui m'a dit, oh là là, le kimchi, c'est le chou chinois. Peut-être pas tort. Je l'ai testé avec du chou cabu, avec du chou frisé. Par exemple, le chou frisé, qu'on a beaucoup dans nos campagnes, eh ben, c'est pas très bon. Franchement, j'avoue. Que là, j'étais hyper déçue, le goût est pas bon. Ça fait du kimchi, hein. Avec un goût, vous savez, de vieux chou-fleur, cette odeur un petit peu particulière des crucifères, c'est quand même pas appétant. Et ce qui est remarquable, c'est qu'avec le chou chinois, ça ne rate jamais. Moi, je trouve que ça marche tout le temps. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe entre la matière première que l'on choisit et ce qu'on veut obtenir. La choucroute, c'est du chou à choucroute, etc. Le kimchi me semble quand même avec du chou chinois. Important, deuxième chose, moi je trouve extrêmement importante, c'est le sel. La lactofermentation, il y avait la question, est-ce qu'on peut la faire sans sel? Aujourd'hui, je maintiens non. À prouver qu'on puisse faire sans sel, en tous les cas, il y a plein d'arguments qui font dire que le sel est quasi indispensable. Ensuite, le gingembre, de l'ail, bien sûr nos piments, d'autres légumes, et on peut utiliser quelques starters qu'on voit ici, hein, du miso, de jus d'huître, et des petites choses en bas, une poire, un peu d'amidon, d'autres petites choses qui vont avoir leur intérêt quand même. Plein de petites choses. Alors, premier élément, les bactéries lactiques. Les bactéries lactiques et pas que, et là je vous mets des noms un petit peu barbares, les corinéformes, les microcoques staphylococci, les bactéries acétiques, comme un petit peu dans le vinaigre, on les retrouve. Des bactéries propioniques, comme un petit peu dans le fromage, et on en retrouve, mais aussi des champignons, mais aussi des levures, comme dans le pain. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une alchimie et qu'on est dans un ensemble extrêmement complexe, vivant, qui bouge tout le temps et qui bougera aussi au fur et à mesure de la fermentation. Deuxièmement, je l'ai dit, le chou. Hein, le kimchi, c'est la choucroute asiatique. On l'appelle comme ça dans le bouquin de l'INRA. Je trouvais que c'était pas mal. Donc le chou, hein, c'est des crucifères, hein, c'est pour ça qu'elles ont une odeur particulière. Alors j'ai regardé un petit peu ce qu'on en dit et pourquoi finalement beaucoup de lactofermenté, c'est sur le chou finalement. Et beaucoup de choses se font avec du chou. Si on lit le légume fermenté qui a eu le sort historique le plus important, et sans compter que la choucroute, le produit de la rencontre entre des techniques de fabrication et une plante particulière, le chou cabu, hein, donc ce fameux chou.
La choucroute a permis d'obtenir des aliments qui se conservaient tout l'hiver et avaient surtout la rare qualité de maintenir une grande quantité de vitamine C. Donc il y a aussi, et je rejoins l'intervention d'avant, un lien fort et qui était empirique, hein, on ne savait pas du tout ce qu'il y avait, mais un lien fort et empirique entre le fermenté et la santé. En fait, même clairement, la choucroute a sauvé les navigateurs. Les premières grandes navigations, c'était quoi le fléau? Quelle était la maladie? Scorbut, hein, qu'on connaît tous. Et en fait, à la suite de ça, certains marins à grand cours ont emmené de la choucroute et n'ont plus eu de problème de scorbut. D'accord? Deuxième élément, ça, on en parlait tout à l'heure, la vitamine B12. L'intérêt, effectivement, on en parle souvent des lactofermentés pour les végétariens, c'est que naturellement, les bactéries produisent de la vitamine B12. Et c'est une vitamine qui fait défaut aux végétariens, indispensable au fonctionnement, mais complètement général de l'organisme. Donc là encore, ce qui est magique sur le fermenté, c'est que non seulement c'est bon, mais c'est encore meilleur que l'aliment de départ. Donc ça, c'est quand même très fort. Et deuxième élément, ça se conserve à température ambiante. Au jour d'aujourd'hui, où on est sur le zéro déchet, vivons sans frigo, etc. Voilà un très bon exemple. Donc notre chou. Ah bien sûr, hein, on est là pour ça, on en a parlé beaucoup, ils sont magnifiques, il y a une récolte de piment. Le piment. Alors la grosse question qui m'était posée, c'est que le piment, est-ce que c'est vraiment un conservateur? Eh bien je reste avec ma question en bas, parce que, malgré tout ce que j'ai quand même noté, hein, je reste sur un doute. Donc le composé actif, capsaïcine, 8-méthyl-2-vanilline 6, nonomadine, voilà, hein, c'est comme ça qu'on nomme les molécules chimiques, hein, bon, excusez-moi, mais c'est la chimie, de la famille des alcaloïdes, c'est le composé actif, hein, du piment. C'est un irritant de l'épithénium. Alors, donc attention, hein, si vous manipulez du piment, j'espère que vous le savez, enfin moi je le fais toujours, hein, plutôt les gants, faites très très attention, hein, et puis les gants, vous les enlevez tout de suite, c'est surtout éviter de se frotter l'œil. Hein. On peut être aveugle avec du piment, donc soyez quand même très vigilants. D'un point de vue biologique, ce composé permet aux fruits, donc aux graines, d'être moins exposés à la prédation, c'est-à-dire que le piment a un petit côté répulsif. Question, est-ce que dans l'aliment, il l'aurait? Et quand même, on a démontré qu'il inhibait en fait une bactérie, hein, qui est une bactérie d'infection, c'est-à-dire une mauvaise bactérie de notre tractus. Donc peut-être qu'il a un rôle, mais je reste sur le peut-être. Parce que à la dose utilisée, qui est quand même pas non plus énorme, sinon on va grimper au rideau, hein, je ne suis pas sûre de l'effet. Bon, il y a des effets du piment, mais je reste, voilà, je reste, hein, quand je dis la littérature est peu abondante sur le sujet. Donc voilà la molécule. Hein. L'ail, alors là, c'est assez intéressant l'histoire de l'ail. Donc l'ail, vous le savez, hein, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant quand on a des infections, quand on a des choses comme ça. Et lui, Pasteur a démontré, hein, que l'ail combat les virus et les bactéries. C'est donc un puissant conservateur. L'ail produit du disulfure de dialyne, hein, composé organosoufré, produit pendant la décomposition, hein, d'un de ces éléments connus. Ça veut dire que l'ail, naturellement, est un antiseptique. Ce composé a le potentiel de réduire les bactéries pathogènes de l'environnement et de nos aliments. Donc, c'est un antibactérien. Or, le kimchi, il y a plein d'ail. Et du coup, question. L'ail est un bactéricide, et en lactofermentation, on a besoin de bactéries. Alors, est-ce que c'est un bactéricide sélectif? Ça reste une question. Tel qu'on peut le présenter, on peut se dire que peut-être. Et du coup, il va tuer les bactéries pathogènes, et peut-être nous laisser les bonnes. Mais là encore, peu de choses en littérature. On fait des choses d'instinct, mais il y a peu de documentation. N'empêche que peut-être. Beaucoup, c'est pour ça que je parle vraiment d'alchimie, c'est vraiment intéressant. Ah, le sel. J'ai mis à le sel, parce que c'est vraiment la grosse question. Très clairement, pas de choucroute sans sel, ça c'est clair. Hein, c'est impensable, et de toute façon pour le goût et pour plein de choses. Mais quand même. Alors, le sel est un régulateur de ce qu'on appelle l'AW, c'est-à-dire l'activité de l'eau, c'est-à-dire un sel qui régule, vous savez, les charcuteries, par exemple. Je vous donne l'exemple, hein, toutes les charcuteries sont salées, parce que le sel va réguler. Le fromage, il est salé aussi. Le sel va harmoniser ce qui se passe. Donc, c'est vraiment un régulateur. Mais, attention, il n'est vraiment régulateur et inhibant des bactéries qu'à 7%. 7%, c'est immangeable. Hein, 7%, 70 grammes de sel dans un litre, non mais vous ne pouvez pas imaginer, c'est pas mangeable. Ça veut dire que du coup, ça reste un régulateur, mais
à un taux extrêmement bas. Le sel règle la vitesse de fermentation. Cette vitesse varie graduellement avec le taux de concentration de sel. Par exemple, dans l'angouin, disait quelqu'un, qui est du Burkina, sur les poissons séchés. Le sel permet aussi d'assurer la constance de qualité des produits fermentés. Donc le sel semble un régulateur, mais ce n'est pas un bactéricide, comme beaucoup le laissent penser. D'accord ? C'est juste quelque chose qui va réguler les choses. Et puis, un régulateur de texture. Donc là, une montagne de sel. Hein. Alors la question, quel sel ? Donc là, c'est clair, ça va être du sel naturel, non iodé et non purifié. Et là, il y a des gens qui ont fait des essais avec des sels purifiés. Il est clair que la fermentation est ratée. Donc là, il n'y avait pas photo. Hein. Donc soyons là-dessus sur le sel, il faut être très vigilant. En quelle quantité ? Là, c'est un petit peu au dosage que chacun se donne. En tous les cas, on estime qu'en dessous, hein, dans une saumure, hein, je vais parler de la saumure, c'est plus simple, hein, de 10 grammes par litre dans une saumure, on n'est pas bon. Et bien sûr, au-dessus de 30 grammes par litre, on n'est pas bon parce que c'est trop salé. Hein, à un moment donné, s'il y a trop de sel, ça ne marche pas. Bon, le sel est indispensable. Alors du coup, hein, je ne vais pas tout passer en vue. Hein, donc, si je reviens, j'ai parlé donc du sel, j'ai parlé des piments, j'ai parlé de l'ail et du chou. Il nous reste l'amidon. Eh bien, l'amidon et la poire nous amènent un peu de sucre. Ça, c'est intéressant. Vous savez que le sucre, hein, pour la fermentation, c'est pas mal. Donc, on suppose, hein, et comme il y a des petites bulles, qu'il y a sans doute un petit peu de fermentation alcoolique, très légère, comme dans le pain. Hein. Le pain a une petite fermentation alcoolique, voilà, qui nous permet de démarrer. On a ensuite hein, le gingembre. Le gingembre aussi, c'est à la fois le goût, c'est très bien pour la santé aussi, mais je pense qu'il y a un petit peu aussi une sélection de certaines bactéries. Donc voilà, ça a son petit rôle. On a d'autres légumes qu'on va mettre pour le goût, mais là aussi, qui dit qu'ils n'ont pas sur leur nervure d'autres bactéries qui nous intéressent. C'est vraiment une alchimie. Et le miso ou le jus d'huître hein, dans la préparation traditionnelle, c'est ce qu'on appelle les starters. C'est-à-dire, c'est des petits éléments fermentés qui lancent très vite la fermentation. Un kimchi démarre en 1 ou 2 jours. Moi, ça déborde. Hein. De toute façon, je laisse ouvert, j'ai une petite cuvette dessus. Ça va très vite parce que je pense qu'on a une excellente alchimie qui fait qu'on a quelque chose qui se développe assez rapidement. Voilà. Donc, le kimchi, c'est tout l'art du suri. Hein, si vous avez compris, donc le suri, c'est la fermentation. Qui n'a pas fini de questionner. Et je dis ça pour le kimchi, mais je dis ça pour globalement tous les produits fermentés. Moi, je fermente des betteraves rouges, du coleslaw, des carottes, plein de trucs. Et à chaque fois, c'est la surprise. On a plein de choses, on a plein de surprises. Et donc, il n'a pas fini d'étonner. Voilà, sur ce bon appétit, parce que on va en goûter tout à l'heure. Voilà. J'ai été peut-être un peu longue. Si vous avez des questions, du coup, avant que je vous montre juste 2-3 petites expériences. Il y a des questions par rapport à ça ? Ou c'est bon, c'est clair pour vous, vous êtes prêts à faire du kimchi demain ? D'accord ? Par rapport au sel, je ne trouve pas la quantité qu'il faut mettre. Alors, justement, nous non plus. Je vais vous répondre un petit peu. Non, alors, ce que je dis, hein, c'est vraiment, il ne faut pas moins de 1%, que ce soit au saumure ou par rapport aux légumes, et pas plus de 30% parce qu'après, c'est vraiment trop salé. Et vous êtes dans cette fourchette-là. Alors moi, je conseille vraiment, on l'avait tout à l'heure, le site ou le blog Ni cru ni cuit de Marie-Claire Frédéric. Bon, alors, qui des fois, alors, je ne suis pas toujours d'accord avec elle, je l'ai rencontrée, on en a discuté, qui des fois est trop salée. Hein. Des fois, elle indique 30% de sel, et là, je ne suis pas d'accord. Bon, elle a corrigé des choses. En tous les cas, c'est un forum. En tous les cas, nous, pour ce qu'on pratique, je dis nous parce qu'on est quand même plusieurs, moi je viens de la Vendée en fait, hein, je suis d'origine franc-comtoise mais j'ai migré en Vendée, on a tout un groupe d'études au niveau des pays de la Loire, hein, pays de la Loire, Bretagne sur le lactofermenté. Nous, ce qu'on pratique, c'est entre 12 et on va dire 20 grammes maximum de sel dans la saumure, hein, quand on fait des saumures. Et quand c'est du sel sec, alors là, du coup, c'est la choucroute, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, enfin, c'est à la poignée. C'est-à-dire que c'est, oui, mais à la poignée douce, c'est-à-dire que c'est au visu. Donc, il faudra qu'on le pèse, hein, on est en train de faire les expériences. Pour l'instant, on n'a pas pesé. Mais la choucroute, hein, on est au visu, hein, franchement. Hein. Je ne sais pas, vous, le kimchi, comment moi je fais au visu. Hein. Je fais à la poignée. Hein. Ah oui, hein. Donc voilà, il faut tenter. En tous les cas, on a une fourchette. Hein. Sur le saumure, on sait. Sur le sel sec, pour l'instant, on ne sait pas. Ça va, hein, c'est une réponse entre guillemets normand. C'est ça. Je vous réponds. Et vous verrez, un site de Marie-Claire Frédéric ne répond pas plus. Hein. Elle donne des fourchettes. Hein. C'est ça aussi. Hein. Et suivant les végétaux, hein, c'est pas la même chose. Hein.
Suivant les végétaux, s'ils sont à queue ou pas à queue, ce n'est pas la même chose. Hein. Donc, je ne vous donne, personne ne pourra vous donner une recette en disant vous faites comme ça et ça marche tout le temps. Hein. On est sur de l'expérimentation tout le temps. Tout le temps. J'avais là et j'ai là. Attendez. J'avais devant et je... Excusez-moi, je prends dans l'ordre. Ah, comme vous voulez. Allez-y. J'ai pas compris. Oui. En fait, on met pas de sucre normalement. Oui. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est pour. Alors, je vous dis, oui, on met pas de sucre, c'est faux. Quand on met de la poire. Voilà. Et effectivement, ma première recette coréenne de ma tante, elle met du sucre. Elle met une cuillère à café de sucre par chou. Mais tout est expérimenté. Enfin, tout est. Non, mais ce qu'il faut s'imaginer, c'est pour ça que moi je parle vraiment de culture hein, là-dedans. On est vraiment dans le truc au senti. Et vous, par exemple, vous dites, bah, moi j'aime bien plutôt aigre doux et plus doux du coup. Je vais mettre un petit peu plus de sucre. Quelqu'un d'autre, moi je suis pas très sucre, j'aime pas trop ça. Donc je vais être plus sur les goûts amers, acides en fait. C'est ça qui est assez fabuleux. Mais vous avez raison, on peut tout à fait mettre du sucre et on atténue en plus le côté même acide et le côté même pimenté par exemple. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et la dose, je sais pas, vous faites quoi comme dose? Pour? Ah oui, donc vous en mettez pas mal du coup. Oui, vous faites vraiment l'aigre doux que l'on trouve. Hein. Oui, mais tout à fait. Et là, si on étudie ça, on aura encore des fleurs complètement différentes que de ce qu'on fait nous, avec moins de sucre, quoi. C'est ça qui est assez fabuleux. Mais franchement, sur ces choses-là, moi, je vous invite à les tester, quoi. Et à vous de juger ce qui va être votre recette. Moi, je suis sûre que ma recette de kimchi n'est pas la tienne, n'est pas celle de mon voisin, ou la choucroute, c'est la même chose. Ou, chez vous, j'imagine, les produits, on va dire, enfin, hein, salé sucré, chacun a sa recette, non? Oui, mais tout à fait. C'est ce que je suis en train de vous dire. Lactofermentation, on fait avec tout. Pour moi, c'est tout. Absolument tous les légumes, ça marche. Après, c'est plus ou moins bon. Moi, les haricots verts, pas la peine. Non, on est d'accord. Ça, vous me rassurez. Hein, ça marche très bien, hein, mais alors je ne peux pas les manger. Hein, donc, voilà. Non, on revient, il faut que ça reste mangeable. Et je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut se faire plaisir. Si ce que vous mangez ne vous fait pas plaisir, bah, mettez-le au compost, hein, ça ne vaut pas le coup de manger. Hein. Non, mais je crois qu'il faut être très très clair là-dessus. Moi, je ne fonctionne que comme ça. Et sur la fermentation encore plus, c'est vous qui allez expérimenter et suivant votre environnement. Moi, j'ai des expériences qu'on fait en commun, dans un lieu commun. Chacun ramène chez lui et vous êtes sûr que vous avez 10 personnes, vous avez 10 lactofermentations différentes. On les aura fait exactement de la même manière, même ingrédients, exactement le même protocole, nickel clean, les mêmes bocaux. Vous n'avez absolument pas les mêmes choses. Fabuleux, je trouve ça fabuleux. Ça va? Enfin, ça ne répond pas trop non plus à votre question. Hein. Je suis désolée, je ne vais pas trop répondre aux questions. Alors la troisième, je ne vais pas y répondre non plus. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a étonné dans la présentation, c'est que tu dis justement, tu parles de la culture et tu dis les Français, on a un problème avec la fermentation pourrie. Mais moi, il me semble que, vu de l'étranger, les Français ils ont l'impression de manger du fromage pourri. Ouais, d'accord, j'entends. Peut-être qu'il y a un truc que je ne comprends pas là-dedans. Ça, c'est la réputation, d'accord. Sur le fromage, pas de problème. Et encore. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens. Enfin, moi, effectivement, je laisse tous mes fromages dans mon placard, jamais au frigo, jamais. Je fais des expériences de fromage que je garde 3 mois, 4 mois, et je les mange. Enfin, bref, jamais de problème. Mais ça, tu vois, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont envie de faire ça. Donc déjà, moi, je pense que c'est un petit peu surfait de dire que les Français mangent du fromage pourri dans la salle. Qui mange du fromage pourri. Vraiment pourri. Hein. Oui, une personne. D'accord? Et moi? Oui, 3 personnes, vous voyez. Globalement, déjà simplement manger les croûtes de fromage. Qui mange les croûtes de fromage? Ah, c'est mieux quand même. C'est mieux. Ah oui, bien sûr. C'est mieux. Tous. Non mais tous, qui est capable de manger toutes les croûtes, y compris la tome qui est toute velue, qui est capable de manger la tome toute velue, la croûte de la tome toute velue. Levez la main. Vous voyez qu'on a réduit? Moi, oui, bien sûr. Ok, tu vois ce que je veux dire?
Si. Oui. Ouais. C'est ça. Après, c'est ça. C'est des fois en cuisinant. Mais chez nous, en France, enfin là, les fromages, on les mange comme ça. Ce qui veut dire quand même, on a un certain a priori sur ce qui paraît. Vous parlez du lait cru, par exemple. On est de moins en moins sur le lait cru parce que, oh là là, le gros souci, c'est quand même le sanitaire. C'est que sous couvert du sanitaire, on nous dit aseptiser tout. Et du coup, quand même, moi je travaille pas mal avec des jeunes, et ben les jeunes, pour leur faire accepter des choses qui commencent à évoluer, etc., eh ben allez-y. Hein. Alors si on les déguise, etc., qu'on les cache, qu'on les met dans des trucs, ça va. Mais simplement, même des choses qui paraissent à date dépassée, moi j'ai des jeunes qui commencent à faire la grimace, alors que c'est des bonbons, des gâteaux, des machins, parce qu'ils ont un petit peu peur qu'ils soient malades, quoi. Non, je crois qu'on a un super problème, je maintiens. On a un super problème culturel et d'habitude, sur le fait qu'on a du mal à aller consommer des produits qui commencent à sembler le fromage très coulant. Je suis désolée, il y a des gens qui mettent à la poubelle, alors qu'il n'y a rien de meilleur qu'un fromage coulant quand même. Bref, est-ce que ça... Mais c'est de l'observation et c'est de la... Enfin, alors, bon, hein, après, je peux sortir des études là-dessus. Hein. Ce n'est pas que de l'observation, c'est aussi tout un tas d'études qui étudient notamment le comportement des jeunes et qui étudient le fait qu'en fait, les jeunes ont vraiment de plus en plus de mal à aller sur des choses qui ont du goût, ont beaucoup de mal à aller sur des choses qui, effectivement, ont un visuel qui n'est pas industrialisé. Voilà, ça, c'est des points qui font dire que c'est assez compliqué. Et c'est vrai que culturellement, je compare un petit peu à l'Afrique, je compare à l'Asie, on n'est pas culturellement baigné dans la fermentation. Hein, si, le fromage, le vin et la bière, oui. Mais produit fini. Hein, on l'a sur notre table, on nous l'a fait, il est fini, on n'a pas vu ce qui se passait, c'est bon. Oui, mais comme on n'a pas une culture de la lactofermentation, c'est-à-dire, ok, alors là, si moi je parle de ma région natale, Franche-Comté, tout le monde a encore quasiment sa barrique à choucroute, donc choucroute de chou et choucroute de rave. Hein. Mes parents font encore de la choucroute de rave aussi, hein, les deux. Hein. Oui, et tout le monde connaît. Vous allez en Vendée, je suis désolée, hein, la lactofermentation en Vendée, mais j'en ai vu nulle part, quoi. C'est zombie, hein, nous on découvre. Hein. Oh oui, la choucroute, industrielle, et pour eux la choucroute c'est en boîte. Hein, Non. Alors après, hein, je connais pas les autres régions. Hein, en Auvergne, qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'on a des pratiques de lactofermentation comme ça? Est-ce qu'on a d'autres trucs? Mais je crois pas. Hein. Donc pour dire, oui, alors dans le Nord, vous devez peut-être avoir des choses en lactofermentation. Je sais pas, hein, dans le Nord. Vous avez des choses? Non, je crois pas. Hein. Donc vous voyez, oui. Comment? Oui, c'est vrai. Oui, c'est fermenté. C'est de lactofermenté. Très salé, du coup. Aujourd'hui, les Rollmox, au départ, étaient lactofermentés. Aujourd'hui, les Rollmox que vous achetez, hein, c'est que du vinaigre. Hein. C'est-à-dire qu'on a remplacé la lactofermentation pour aller plus vite hein, par du sel et du vinaigre. Par contre, les authentiques, s'il y en avait encore, ce n'est que du sel et la lactofermentation, hein, vraiment. Mais voilà, comme beaucoup de choses. Voilà, c'est un exemple. Mais voilà, pour répondre, je suis quand même pas sûre. Voilà. Ça, complètement d'accord. Je reviens, moi, quand je parle de la culture, c'est vraiment la culture populaire. Est-ce que, du coup, c'est vraiment popularisé au point que ce soit de fait, que pratiquement tout le monde connaisse? Non, on est loin, quoi. Très, très loin. Et même quand on parle de ça, les gens commencent déjà à vous dire, attends, c'est quoi? De quoi tu parles, etc. Ça va? Je vais peut-être passer la parole à quelqu'un d'autre. Oui. Oui, je vous propose que... Ouais. Voilà, juste vite. Oui. 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 Ouais. Oui. Ça permet, on ressent l'effet réellement. Avec toutes les questions de goût. Par exemple, ici, ils n'osent pas. Oui. Voilà, c'est rare. Oui. On met une bonne dose. Une fermentation sans piment n'est pas une bonne fermentation. Oui. Moi, c'est ce qu'on pressent, hein, mais on ne l'a pas mesuré. Moi, je suis assez d'accord. Mais merci de le confirmer, du coup. Moi, je vais aller sur votre exemple quand j'aurai parlé du piment. Et la dernière, le temps que ça s'installe.
c'est du kéfir. C'est du kéfir. C'est le kéfir? C'est ça. Kéfir, c'est autre chose. Oui, oui, d'accord. Et kéfir de lait. C'est le kéfir de lait. Oui, 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 voilà. On a cet exemple-là. Oui. Si, sans problème. Si. Le bon coin, normalement il y a des gens qui vous en passent. Il ne faut jamais l'acheter, il faut se passer comme ça. Oui. Je vous donnerai les... Le bon coin, ouais. Oui, le bon coin, il donne... Donc on peut trouver. Dommage, j'attends. D'accord. Ouais, excusez-moi, j'étais là. Bonjour. Alors moi je viens vous parler plutôt d'un projet qui a une consonance et une association avec la Renouée, mais qui est un peu au-delà de ce dont on vient de parler. Donc il s'agit d'un projet qui est basé à Jansiou, en Creuse Sud, sur le plateau de Millevaches. Donc une zone un peu pleine de particularités. C'est une zone assez peu peuplée, une faible densité d'êtres humains. On est au milieu de la forêt, mais c'est une forêt un peu particulière, qui est une forêt industrielle. Donc la particularité de la forêt industrielle, c'est qu'il n'y a ni oiseaux ni insectes dans cette forêt. C'est juste des arbres qui sont tous coupés en même temps au bout d'un certain temps par des énormes machines. Donc c'est dans ce contexte qu'est née la Renouée, donc à Jansiou, qui est un village un peu dépeuplé, un peu abandonné. Le bourg lui-même est assez dépeuplé, et les habitants sont surtout basés dans des hameaux aux alentours. Et il y avait vraiment cette nécessité d'avoir un lieu pour se retrouver et pour créer de l'activité dans le bourg. Et donc l'association qui a conçu ce projet, qui a monté ce projet, a fait un appel à dons pour réunir l'argent pour acheter cette maison que vous voyez en dessin là. Donc c'est une ancienne habitante qui vendait sa maison. C'était, je crois, l'ancienne gendarmerie du village. Et donc finalement ils ont choisi ce nom, La Renouée. Pourquoi? Parce que déjà il y avait trois jeux de mots là-dedans qui les intéressaient. Premièrement, il y avait l'idée de se retrouver, de renouer des liens, justement de favoriser le lien social à cet endroit. Et il y a aussi une variété de renouées sauvages qui est connue dans la région, qui pousse dans les tourbières et qui est paraît-il, connue et consommée. Mais il y avait aussi l'attitude invasive de la renouée du Japon qui servait, puisque la mairie du village était complètement opposée à ce projet, parce qu'elle considérait que c'était un projet de néo-ruraux qui venait gentrifier la campagne. Et donc elle a fait tout ce qu'elle a pu pour s'opposer à ce projet. Et donc l'attitude invasive et indestructible de la renouée était un peu un pied de nez politique à la politique de la mairie. Donc voilà, donc j'ai un peu vous présenter ce projet. Donc au départ, il y a, je vous disais, un montage financier. Donc on a fait appel pour plus de la moitié de la somme d'achat de la maison, c'était des dons de personnes habitant la région, le coin. Et le montage s'est fait avec l'Arban, qui est une coopérative d'intérêt collectif. C'est un atelier d'urbanisme rural qui est très dynamique et qui joue un peu le rôle d'intermédiaire, qui remplace un peu la banque dans le projet financier et qui permet de prêter de l'argent, d'acheter. Donc le propriétaire de la maison, c'est réellement l'Arban. L'association qui utilise la maison paye un loyer à l'Arban, qui est donc le propriétaire, et au bout de, je crois, 15 ans,
quand ils auront remboursé la deuxième moitié, la deuxième part de l'achat de la maison, le loyer sera renégocié sous une autre forme. Soit on continuera de payer l'arban pour contribuer aux futurs projets qu'ils mèneront, ou soit la propriété reviendra à l'association. Mais je veux dire qu'il y a là un mécanisme financier déjà assez avancé, assez poussé en termes d'organisation pour favoriser l'émergence de nouveaux projets localement. Donc ils ont aussi, par exemple, aidé une ressourcerie dans un village à proximité, à Felletin, pour acheter des nouveaux locaux, s'agrandir. Donc c'est eux qui ont permis l'achat de ces locaux. Et donc ils ont une perspective comme ça, urbaniste, locale, mais sur des zones qu'on appelle, que la CAF appelle hyper rurales, c'est-à-dire des zones où dans un rayon de 30 km, il y a, disons, ni banque, ni station essence, ni supermarché, etc. C'est vraiment des zones un peu éloignées de grandes villes et de grandes industries, comment dire, des commodités courantes. Donc l'organisation y est particulière, c'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas non plus un réseau téléphonique très efficace. Il est parfois très difficile d'appeler quelqu'un. Donc du coup, les gens n'investissent pas non plus dans des smartphones qui n'ont pas forcément une grande utilité sur place. Donc ça fait un paysage assez décousu par rapport à ce dont on a l'habitude maintenant en 2018, où quasiment toutes les personnes sont habituées à l'usage d'un smartphone qui centralise beaucoup d'opérations. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a des gens qui ont des smartphones. Bon, il y en a qui ont des vieux téléphones, là, des vieux Nokia ou autres, des Samsung. Il y a un modèle de Samsung, le B2100, je crois, qui est très courant là-bas, parce qu'il est étanche, il résiste au choc, il résiste à tout, et les gens, la batterie dure 2 semaines, etc. Donc beaucoup de gens ont adopté ce modèle-là. Non, mais il y a un modèle de Samsung qui marche bien là-bas, qui a une bonne réception, etc. Mais on n'a pas du réseau partout, loin s'en faut, et du coup, bon, l'Internet, c'est pareil, on n'a pas non plus Internet partout. Il y a une association en Corrèze qui s'appelle Illico, qui est l'Internet libre en Corrèze, une association qui est fournisseur d'Internet, donc en reprenant le modèle de la FDN, qui est un fournisseur associatif historique en France. Donc eux, ils avaient comme modèle au départ d'ouvrir une ligne ADSL à un endroit où c'est possible, et à partir de là, de faire un pont Wi-Fi avec des antennes directionnelles pour amener du réseau dans des endroits tellement reculés qu'il n'y avait même pas de poteau téléphonique. Donc on est un peu dans des zones un peu comme ça, en friche, un peu en brousse, quoi. Donc un modèle de communication qui marche bien, c'est par exemple le SMS, parce qu'on sait que un jour ou l'autre, il arrivera et il sera lu à un moment donné. Enfin, c'est pas instantané non plus. On n'a pas cette notion-là vraiment, mais on sait que c'est le moyen le plus sûr, quoi. Le email, tout le monde, il y en a qui vont voir leur email une fois par semaine, quoi. Donc c'est pas non plus très très fiable pour des informations. À la Renouée, on a donc plusieurs activités. Je vais passer là-dessus rapidement. Ça, c'était l'Arban, je vous avais mis. Donc il y a un marché, vous voyez ici sur la photo, il y a un marché d'hiver qui se tient tous les lundis, parce que le point de départ, c'était le marché d'été qui a lieu sur la place du village. Et en fait, il est ouvert de juillet à fin août. Et à partir de septembre, il n'y avait plus rien. Donc les gens qui avaient l'habitude de se retrouver sur le marché, c'est un marché un peu informel qui est fait par les commerçants. Et les gens qui avaient l'habitude de se retrouver sur le marché, on se sont dit, il faudrait qu'on continue à trouver un lieu pour pouvoir continuer le marché en hiver. Donc le projet est parti de là. Donc le marché d'hiver, c'est tous les lundis, maintenant dans la maison de la Renouée. Et c'est les producteurs locaux qui viennent vendre leurs légumes, les fruits. On n'a pas tellement à cette altitude-là, on est à 700 mètres, mais des œufs, des légumes, du pain. En même temps, il y a une épicerie, donc, qui est la particularité d'être une épicerie associative, donc, qui est tenue entièrement par des bénévoles, une équipe de bénévoles qui se retrouvent une fois par mois, qui gèrent les permanences. Ils utilisent un logiciel libre pour faire la caisse.
C'est la comptabilité aussi gérée bénévolement, et ils décident entre eux de quels produits ils vont acheter, à qui ils vont se fournir. Et majoritairement, l'ensemble des produits sont fournis par une épicière itinérante qui fait les marchés du coin dans son camion, avec une espèce de biocoop dans un camion avec vraiment beaucoup de références. Et c'est elle qui nous fournit, l'épicerie de la Renouée à prix coûtant, parce que elle, le fait qu'elle ait plus de volume de commandes, elle a des prix plus intéressants, donc elle nous fait pas de marge sur les produits. Et bon, voilà, c'est une des combines. Et la troisième perspective d'approvisionnement, ce sont des commandes groupées. Donc il y a déjà une autre association qui faisait les commandes à l'année de produits secs, style les pâtes, les céréales, etc. Là, on est plutôt sur des commandes groupées de fruits de saison qui n'existent pas donc localement. On parle de citron, d'avocat, de mangue, d'agrumes, patates douces, etc. Donc on est en lien avec des producteurs, par exemple en Andalousie, qui ont des patates douces et des avocats et des mangues juste hallucinantes, tout en bio, ou en Sicile, où ils arrivent à avoir des bananes aussi, enfin des agrumes. Voilà. Et donc là, on n'est plus vraiment sur du circuit court, mais on est quand même en lien directement aussi pour l'huile d'olive, enfin, avec des producteurs, des petits producteurs qui ont des produits d'une qualité exceptionnelle et qui arrivent à la porte. Et donc on gère ça avec un logiciel libre aussi qui s'appelle Cagette, qui a été créé pour les AMAP et qui est très pratique pour faire la prise de commande par Internet à distance et pour gérer les listes de qui a acheté quoi, etc. Et donc ensuite on passe ça à l'équipe qui fait la comptabilité. Donc il y a énormément d'étapes qui ont été de planification et d'organisation qui sont en perpétuelle évolution. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de se réunir, de se retrouver pour affiner les modes d'organisation. Et mine de rien, il y a quand même assez peu de gens derrière. Donc c'est un peu ça fait aussi c'est une des problématiques en ce moment que le lieu éprouve, parce que là ça va faire 2 ans, la deuxième année d'ouverture, et on sent déjà un essoufflement. C'est-à-dire qu'il y a une très belle énergie de départ. Le projet a été conçu en 2013, la maison achetée en 2015, rénovée pendant l'année 2015, ouverte en 2016. Donc le travail de rénovation a déjà un peu usé les premiers volontaires. Et on voit que la première année de fonctionnement, déjà, il y a des problèmes où il y a par exemple, une personne qui concentre toutes les connaissances ou toutes les modes d'organisation. Donc il y a une nécessité de transmettre, de trouver de nouveaux volontaires, etc. Ça fait partie des problématiques très coûteuses, quoi, du moment. Il y a un processus d'audit en ce moment là-dessus qui est fait, avec des spécialistes qui viennent interroger vraiment tous les procédés, les us et les motivations de chacun. Donc une des autres activités, c'est un bureau partagé. Donc je vous disais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément équipés, qui habitent en yourte ou des choses comme ça, donc qui n'ont pas forcément tout le confort matériel à domicile. Et donc l'idée d'avoir un bureau avec des ordinateurs, des imprimantes, un accès Internet de bonne qualité professionnelle, c'est très utile. Et donc ça fonctionne bien, c'est très partagé, tout est à prix libre. L'impression maintenant, on a loué une grosse imprimante, donc le prix est plus libre, mais il est très bas. C'est 5 centimes l'A4, 10 centimes pour les couleurs. Donc on est sur des prix très bas. Il y a donc des gens qui font des micro-labels de cassettes, ou tous ceux qui veulent imprimer leurs billets de train, etc., viennent là, et donc il y a une caisse et on peut s'auto-facturer. Ça fonctionne assez bien. Et il y a aussi des locaux d'activité. Donc ça, c'est les gens qui étaient partenaires au départ du projet et qui sont membres du conseil d'administration. Donc il y a une brasserie qui est à la cave, dans les anciennes geôles de la gendarmerie. Un cabinet de naturopathe qui est au dernier étage, lui qui est dans le grenier avec un séchoir de plantes. Et une naturopathe qui est aussi formée par un syndicat, le syndicat du Simple, qui forme sur les plantes sauvages, que peut-être certains connaissent ici.
et bon, voilà, qui a une pratique de santé humaniste. Un bureau de cartographe donc, qui travaille beaucoup avec des outils de cartographie en logiciel libre aussi. C'est quelque chose qui est assez important. Et qui cartographie les réseaux d'eau ou qui travaillent surtout là ils vont travailler pour la municipalité de Genève pour cartographier les pistes cyclables par exemple. Voilà, mais c'est aussi un lieu où se retrouvent des gens pour jouer, par exemple. Il y a des soirées jeux qui prennent beaucoup d'importance, ou avoir une salle de réunion, ou faire une présentation. Il y a aussi des événements culturels. Et on voit l'historique de l'actualité, ça part dans tous les sens. Donc il y a une formation aux expressions régulières, donc là c'est de l'informatique pure, hein, c'est des gens qui veulent parler entre eux de certaines manières de trouver l'information, avec des formules magiques d'informaticiens. Un atelier d'autodéfense pour les enfants, des week-ends jeux, je vous disais. La magie des crânes de cristal, donc une conférence un peu mystique. Une rencontre avec des paysans colombiens. Là, on est sur les 3 derniers mois. Hein. C'est découverte champêtre dans les alentours. La création d'une enseigne à la maison. Il y a des rencontres en occitan qui ont lieu régulièrement, qui ont pas mal de succès. On a invité un musicien expérimental qui a fabriqué des détecteurs de fantômes. Conférence sur la vaccination, atelier sonore, soirée jeux, souscription pour acheter du café aux zapatistes, atelier de Qigong, des conférences gesticulées, expo de BD, donc voilà, un peu... Ça part un peu dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de ligne. C'est chacun qui amène ses idées, ses souhaits peut organiser son petit événement. Donc voilà. Donc là, c'est un dessin qui avait été réalisé à l'occasion de l'appel à dons, l'appel à financement, pour un peu formaliser le projet. Donc on voit effectivement les ateliers polyvalents, la brasserie, la cuisine-cantine qui est utilisée tous les midis par les gens qui pratiquent les bureaux et tout ça, mais qui est aussi utilisée pour créer des bouffes collectives. Le cabinet de naturopathie, le bureau partagé, la salle de réunion. Ouais, oui, j'ai amené 2 bouteilles de la brasserie, qui est une brasserie donc associative également, donc qui fonctionne sur la base du bénévolat. Donc ils ont d'abord fabriqué leurs outils de travail, leurs chaudrons, et conçu leurs recettes, et puis maintenant ils se transmettent leurs recettes. Et donc il y a certaines mauvaises langues qui disent que c'est une bière un peu irrégulière. Bon, moi je pense que c'est juste une bière très vivante, donc il faut faire attention des fois quand on l'ouvre, parce qu'effectivement ça peut mousser très fort, mais elle est non pasteurisée, elle est assez légère et elle est très bonne. Voilà. Quelle que soit la recette, ils en font au maïs, ils ont essayé plusieurs recettes, mais elle est faite à l'eau de source et elle est toujours très bonne. Donc l'eau de source justement, elle a un peu la particularité d'être l'eau a pas la particularité à Jansu d'être assez pure, mais très acide. Et donc là, ça donne un goût aussi à la bière. Voilà, c'est... C'est une des hypothèses parce qu'il y a l'acidité est croissante. Et du coup, une des hypothèses, c'est effectivement l'acidification des sols due à la surexploitation de la sylviculture. Ouais. Parce qu'on coupe, on enlève les... Oui, ça donne parfois l'impression d'être dans un territoire colonisé. C'est-à-dire les routes sont
sont très petites, très peu entretenues, parce que c'est un département très pauvre, mais traversées par des énormes, on appelle ça des grumiers, donc c'est des énormes camions poids lourds avec des remorques, et qui transportent des troncs d'arbres. Et à longueur de journée, ils sillonnent les routes, et ils vont vers des papeteries. Apparemment, tout ça, c'est exporté vers la Chine. Ça fabrique des cagettes, ça fabrique des palettes, des cagettes, principalement. Maintenant, il y a aussi une usine à pellet qui est en cours de conception. Donc au départ, le pellet, c'est quelque chose qui récupère les résidus de coupe dans les forêts. Mais maintenant, on va carrément détruire des forêts pour créer du pellet, parce qu'on vend beaucoup de pellet, il y a des primes pour installer des poêles à pellet. Donc maintenant, on va carrément détruire des portions de forêt. Donc le bois, c'est un investissement majeur de la finance. On investit. Donc c'est par exemple des fonds de pension, des assurances. Il y a énormément d'investisseurs privés très lointains, qui n'ont rien à voir avec les gens qui habitent là, mais qui sont propriétaires des grosses parcelles de forêt. Et c'est des machines énormes. Donc il y a quelqu'un de notre village qui a fait un film là-dessus, qui est documentariste, qui a fait un film là-dessus, qui marche pas mal en ce moment, je vous conseille, c'est Le Temps des forêts, qui explique bien cette problématique-là. De la forêt industrielle. Donc, on considère que la forêt est un jardin et que quand les arbres sont mûrs, on les coupe. Et puis tout ce qui nous gêne comme souches et racines, on l'enlève encore avec d'autres machines encore plus énormes. Et ensuite, on replante. Dans la semaine qui suit, il y a des gens qui viennent, des gens qui sont sous-payés, enfin, qui ne savent même pas ce qu'ils font exactement, qui ne sont pas du tout dans l'esprit du forestier qui gère une forêt, mais qui sont juste des tâcherons et qui replantent directement des sapins de Douglas, c'est toujours les mêmes. Donc on est saturé de Douglas, parce que c'est l'arbre qui produit le plus de bois par an. Enfin, c'est celui qui grandit le plus, donc au bout de 20 ans, 30 ans. Voilà. Et bon, apparemment, les spécialistes, les forestiers qui travaillent un peu dans des méthodes plus douces, considèrent qu'un arbre ne rend pas au sol jusqu'à ses 50 ans. Donc ces arbres-là, en fait, ils ne redonnent rien. Ils ne produisent rien d'autre que du bois. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des forêts où c'est des environnements assez tristes, où il n'y a vraiment pas de son d'oiseaux. Et au sol, il n'y a rien, il n'y a pas de champignons, il n'y a pas d'insectes, rien. Et donc quand on parle d'écologie, quand on dit, par exemple, toi tu disais, quand je fais une recherche sur Internet, ça plante un arbre. Et en fait, tous ces modes d'équivalence carbone, etc., il faut voir quel arbre on plante et quel est le devenir de l'arbre qui a été planté. Parce que si c'est juste de la production de champs d'arbres, effectivement, ça n'a pas une grande valeur écologique derrière, c'est juste encore une logique de spéculation. Donc on est vraiment dans un territoire qui est relativement protégé d'une certaine manière, qui a l'allure d'un parc national, d'un parc naturel, c'est le terme, hein, le PNR, le parc naturel, mais c'est pas si évident. C'est-à-dire que les pratiques de sylviculture sont largement excessives et critiquables et critiquées, quoi. Voilà. Et donc on se sent un peu impuissant parce que ce sont des énormes machines. Hein. Imaginez, quand ils viennent faire les coupes rases, là, c'est des machines qui prennent 1 ou 2 arbres à la minute. Donc c'est des énormes engins qui passent n'importe où avec des énormes roues et qui font tout, qui coupent l'arbre, qui enlèvent les feuilles, qui le mettent directement dans la benne derrière. On va au suivant et paf. Et en une après-midi, ils font des hectares, même dans des pentes à 45 degrés, ils vont absolument partout. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, on passe sur la route et puis on ne reconnaît plus le paysage parce qu'on était habitué à voir un mur de sapin, puis tout d'un coup il n'y est plus, puis on voit au loin. C'est assez surprenant. Une autre chose qu'on voit dans ce film, après j'arrête de parler de ça, mais c'est que cette forêt, il n'y a pas du tout de culture de la forêt en Limousin, parce que cette forêt elle est apparue dans les années 50. À un moment donné, après-guerre, quand tous les gens du coin sont partis travailler à Paris pour la reconstruction, etc. Et donc les landes qui étaient là à l'époque, les landes de moutons, les arbres ont commencé à pousser. Et les forêts sont apparues il y a moins de 50 ans en fait, réellement.
Donc c'est aussi un phénomène culturel, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment la culture de la forêt, de l'arbre, et donc on a été dépassé par l'industrialisation de la forêt. C'est un questionnement assez fort en ce moment. Donc voilà. Ce projet-là, c'est possible, il se transpose un peu n'importe où? Il peut se transposer n'importe où? Et à quelles conditions? Ou est-ce que ça peut être compliqué? C'est une question qui revient souvent. En tout cas, il y a pas mal de gens qui viennent nous visiter parce que c'est un projet qui a assez bien fonctionné. Et je pense qu'il y a, comme dans le kimchi, il y a une alchimie aussi qui fait que ça a fonctionné avec le rapport complexe au quotidien qui est de fait voilà, dans ce genre d'endroit. Voilà, donc il y a peut-être un volontarisme un peu. Il y a aussi déjà pas mal d'expérimentations sur l'économie sociale et solidaire. Donc je vous parlais de l'Arban, donc déjà qui est une structure qui a pas mal aidé au développement. Mais il y a dans l'environnement aussi, il y a des fois un espèce de tourisme de l'économie sociale et solidaire où il y a vraiment réellement des gens qui viennent avec des profs, avec des étudiants ou des ONG, des spécialistes, des journalistes qui viennent observer et visiter le plateau de Mille Vaches parce que c'est aussi un laboratoire de toutes ces nouvelles formes d'organisation. Donc effectivement c'est transposable, on essaye au maximum d'être ouvert et explicatif, mais il y a certainement des particularités, oui. Oui. C'est assez abstrait parce que effectivement dans d'autres contextes n'importe quelle mairie serait ravie d'avoir ce genre de projet, d'initiative et de faire valoir. Elle a même été jusqu'à envoyer des lettres recommandées à France 3 Limousin quand ils sont venus faire un reportage sur la renouée parce qu'ils auraient dit qu'il n'y avait pas d'autres commerces dans le village. Or, il y a un dépôt de pain qui est ouvert 2 jours par semaine, et donc elle trouvait que c'était un mensonge. Donc ça va assez loin. Je pense qu'il y a une espèce de... Il y a une part de folie dans cet acharnement. Et puis, voilà, il y a aussi ce que je disais, la peur des nouveaux habitants, qui sont pas tous nouveaux. Certains sont là depuis plus de 15 ans ou 20 ans. Mais ils sont toujours considérés comme des étrangers, alors que même l'histoire de ce village et des environs, ont vu leur population se vider à partir des années 60-70. Donc cette idée qu'il y a des gens du cru, des gens du coin et des nouveaux, etc., elle est absolument elle est très complexe, elle est beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air. Elle ne tient pas vraiment la route. Mais oui, il y a cet aspect, les néo-ruraux qui viennent envahir et qui viennent gentrifier la campagne. Il y a d'ailleurs à Limoges prochainement une conférence sur ce sujet, parce que c'est des sociologues de Limoges qui ont émis des thèses là-dessus, sur la gentrification rurale. Voilà, donc moi j'en sais pas plus, mais je pense qu'il y a une espèce on pourrait dire de la paranoïa, ou en tout cas quelque chose un peu de poussé qui va dans ce sens-là, quoi. Par contre, la mairie n'a rien contre les projets d'exploitation forestière. Non, ni même contre les projets éoliens ou les projets de pelés, etc. Non, ça par contre c'est... Ouais. Non, mais pas un danger, mais effectivement ils mettent en valeur à l'entrée du village territoire bio engagé, parce qu'ils fonctionnent, ils sont amis avec un producteur de vaches, de viande bio, mais qui est un peu du bio
en grande quantité, quoi. Hein, c'est pas du bio très soigné. Enfin, c'est une logique de bio, mais pour fournir, voilà, des villes entières ou des écoles, des supermarchés. Enfin, voilà, donc voilà. Donc effectivement, c'est aussi très concrètement des choix politiques, ouais. Et des angoisses politiques. Ouais, ouais, ouais. Et dans la lettre mensuelle du village, il y a souvent des petites piques comme ça qui nous concernent, des bandes dessinées, voilà, pseudo-humoristiques qui critiquent. Voilà. Oui, oui, on en a fait une en quatre images. Là, au papy, c'est quoi un néo-rural? Ah ben, c'est quelqu'un qui vient de la ville, qui vient gentrifier la campagne, je sais pas quoi. Enfin, oui, on en rit, nous on les collectionne, on essaye de pas répondre pour pas nourrir le démon, quoi. Voilà, c'est des gens qui se nourrissent aussi de l'adversité et qui se construisent là-dedans. Donc on a plutôt tendance à faire baisser le niveau d'intensité du conflit plutôt que de le nourrir. Voilà. Et puis on continue d'organiser des animations sur le marché, voilà, de manière tout à fait volontariste. Donc petit à petit, et puis maintenant il y a des gens de la mairie qui viennent demander comment on fait pour avoir des mangues et qui trouvent que le pain est bon et meilleur qu'au dépôt de pain, etc. Donc petit à petit, de toute façon, ça ira dans notre sens. Hein, c'est aussi ce qu'on se dit. Et donc il y aura de plus en plus de liens. Puis il y aura des nouvelles élections. Peut-être ça changera. Mais donc c'est finalement pas plus important que ça. Mais c'est vrai que ce genre de projet, qu'on appelle souvent maintenant un tiers-lieu, mais en principe, ils sont plutôt portés, aidés par les collectivités locales que piétinés comme ça à longueur de temps. Voilà. Tout à fait. Ouais. Oui, mais la preuve, c'est, enfin, je ne disais pas que c'est supporté, enfin, c'est porté par la collectivité, mais bien sûr. Mais là, il y a un maillage sur le plateau des Mille Vaches qui est quand même un peu particulier, je crois. Mais c'est le cas de un projet collectif, c'est le maillage. Oui, oui. On va peut-être passer la parole à Stéphane. Oui, voilà. On te passe la parole. Merci, Baptiste. Merci. Bonjour, bonsoir, presque. Mon nom est Stéphane Deming. Je viens d'une partie d'Allemagne où il y a beaucoup d'élevage des animaux, des vaches dans les grands stables. Et pour ça, on a besoin du maïs. Et moi, j'ai répondu un peu sur cette idée du agriculture industrielle avec des modèles d'une croissance accélérée. Et voilà, je vais vous démontrer 2 ici et d'autres là. Et quand vous goûtez le kimchi, vous pouvez passer ou m'assister en utiliser ou produire d'autres légumes ou fleurs peut-être.
Et si tu veux dire quelque chose, c'est bon, mais moi, je ne peux pas tenir. Bon, je te laisse faire plutôt. Alors, pour commencer avec le maïs, ça va assez vite. Comment faire? Là, c'est petit peu. C'est déjà un assistant. Là, ça, il y a du maïs. Bon, c'est pas trop bon. Oh, ça s'arrête quand même. C'est un peu comme tes pains Douglas en fait. Ça pousse instantanément.